Aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de masturbation. Pourquoi j'ai choisi la masturbation aujourd'hui? C'est que dernièrement, j'ai vu dans un couple, il y avait des questions par rapport justement à la masturbation. Puis, par rapport à ça, dans le fond, les gens ont eu un espèce de petit débat sur cette question-là. Il y avait un aspect qui était la masturbation dans le couple. Donc, comment c'est perçu dans le couple, la masturbation. Des fois, ça peut faire de la peine à certaines personnes. Il y a des personnes qui n'acceptent pas que leur partenaire se masturbe pendant qu'ils sont en couple. Donc, parfois, ça peut créer des conflits. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer par la masturbation. La masturbation, ça peut être génial pendant un temps. On peut en devenir accro. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles par rapport à la masturbation, beaucoup de choses qui peuvent arriver. Puis aussi, ce qui est venu à me faire demander, dans le fond, est-ce que la masturbation, c'est mieux que le sexe? Est-ce que c'est la même chose que le sexe? Comment on peut définir, dans le fond, la masturbation dans notre vie sexuelle? Donc, est-ce qu'on y donne plus de place, moins de place? À quoi elle peut servir, en gros, par rapport à notre relation avec nous-mêmes? Donc, est-ce qu'elle peut nous aider à dépasser des complexes, ce genre de choses-là? Ou dans le couple, est-ce qu'elle peut nous aider à reconnecter? Parce que ça peut, par exemple, enlever une partie du stress de performance qu'une personne peut avoir. Donc, ça peut être super intéressant pour ça. D'apprendre à se masturber en couple, par exemple, peut nous permettre de venir reconnecter avec l'autre, mais d'une manière différente. Donc, pas à travers la pénétration, mais quand même à travers un acte qui est partagé ensemble, puis qui est sexuel, en fait. Donc, avec tout ça, j'espère que ça vous fait une belle introduction. Ce que j'aimerais, dans le fond, aujourd'hui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez envie de partager des expériences aussi personnelles, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Ou sinon, vous pouvez m'envoyer ça en message privé. Je vais garder un œil sur mes messages privés aussi. Ça va me faire plaisir de partager ces choses avec vous, de répondre à vos questions. Puis, de venir avoir, dans le fond, du plaisir à travers tout ça. Le but d'aujourd'hui, c'est vraiment juste de tout simplement avoir une discussion sur le sujet. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de meilleure... Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir raison à la fin de la soirée. C'est vraiment tout simplement d'échanger sur ce sujet-là pour un petit peu le rendre un petit peu moins tabou, parce que malgré tout, on se dit, bon, tout le monde se masturbe, tout le monde est conscient que tout le monde se masturbe chez eux de manière privée, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de venir un peu intégrer la masturbation un petit peu plus à travers le quotidien, un petit peu plus à travers ce qu'on vit à tous les jours? Puis par rapport à ça, je vais avoir des petites questions à vous poser, des petits polls. Qu'est-ce que vous préférez? Comment vous voyez la masturbation? Qu'est-ce que ça représente pour vous, la masturbation, dans le fond? Bonjour Yannick, bienvenue. Je suis contente que tu te joignes à nous. Donc, c'est ça. Le but, c'est tout simplement ce soir d'échanger puis d'avoir du plaisir avec tout ça, parce que si j'ai appelé mon projet « Les clés du plaisir », c'est parce que chaque clé est une façon d'ouvrir les portes qui vont vous mener à l'épanouissement sexuel. Je trouve la masturbation, personnellement, c'est quelque chose qui est très, pour moi, qui est nécessaire. Donc, qui est nécessaire à l'humain. Dans le sens où, par la masturbation, ben c'est un petit peu par là qu'on commence notre sexualité, en fait. On commence notre sexualité par la masturbation, par l'exploration en solo. Peu importe à l'âge où vous avez commencé à découvrir votre corps, il y a une partie de cette exploration-là qui a probablement été faite avant même qu'on vous parle
de la sexualité, avant même qu'on vous dise vraiment ce que c'était. Parce que, ben, vous avez découvert par vous-même que certaines parties de votre corps peuvent vous apporter du plaisir. Donc, à travers ce plaisir-là, ben, on a souvent envie de recommencer les expériences qui nous font du bien. Donc, dans la vie, je pense que c'est un peu comme ça qu'on cherche le bonheur et le plaisir, c'est qu'on reproduit les expériences qui nous font le plus de bien le plus souvent possible. Donc, en touchant certaines parties de notre corps, que ce soit les parties génitales, parfois ça peut avoir commencé par ailleurs, par les seins, par les pieds, ça dépend vraiment de chaque personne. On commence à découvrir l'érotisme, donc la capacité de notre corps à nous donner du plaisir. Ce qui me fait penser justement que on passe souvent un peu comme sous une forme de transition du plaisir solo, donc de l'autosexualité, au plaisir à deux. Puis à travers cette transition-là, on va se retrouver possiblement à devenir un peu, à mettre un peu de côté. Parce que même si on trouve normal l'exploration sexuelle chez... Bonjour Émilie, bonjour Jean-François, bienvenue! Même si on trouve une exploration justement solo correcte jusqu'à un certain âge, à partir d'un âge qui peut être très différent, là, mais il y a toujours une espèce de séparation qui va se faire. Il y a toujours une espèce de moment où la sexualité solo va devenir moins bien vue, donc va devenir un peu comme un vice, versus la sexualité à deux qui est encouragée puis qui va devenir un peu le point focus de l'éducation. Donc, on va encourager les gens à aller rechercher le contact, rechercher les relations sexuelles à deux dans un esprit de développement social, au final. C'est vraiment dans le but de venir encourager, évidemment, ben, tout ce qui est, bon, là, au niveau de la reproduction, ça, c'est des aspects un peu plus évidents, mais il y a aussi des aspects sociaux à ça, la création de la famille, etc. Puis à travers ça, ben là, la masturbation, elle a plus de place. Elle ne devrait plus faire partie d'une personne parce que maintenant, l'énergie sexuelle emmagasinée devrait être transférée vers le partenaire, donc vers l'autre personne. Que ça soit un partenaire éphémère ou un partenaire régulier, ça reste le même concept. On va quand même encourager les relations à deux, plus que la relation solo. On va avoir des labels pour les gens qui se masturbent très souvent. On va avoir des expressions qui vont dire, bon, ben, tu sais, ah, ben, t'es encore vierge. Puis là, il y a un certain âge à partir du moment que être vierge est mal vu. Donc, on est encore un peu dans cette machine à laver-là, un peu des idées, comme quoi que la masturbation n'a pas nécessairement de place dans le couple. Puis, à travers ça, malheureusement, on se retrouve parfois à se demander, est-ce que je devrais arrêter, même si j'en ressens, par exemple, le besoin. Parce que je me dis, bon, je devrais sauver mon énergie pour possiblement mon partenaire. Mais à travers ça, est-ce que on se retrouve pas à cacher, à mettre un tabou justement sur notre sexualité personnelle pour donner toute la place à la sexualité à deux? C'est quand même une question qui est importante de se poser parce que ça peut créer des conflits. Ça peut créer même des conflits importants entre deux personnes, le concept de masturbation. Par exemple, il y a des gens qui se sentent blessés par le fait que leur partenaire va se masturber pendant qu'ils sont dans une relation avec eux. Donc, de savoir que le partenaire ne donne pas toute l'attention à celui qui se sent blessé, dans le fond, ça peut faire en sorte qu'éventuellement, mais ça crée des tensions. Quand, au final, un des premiers bénéfices de la masturbation, c'est de relâcher le stress, c'est de relâcher les tensions. Parce que grâce à la masturbation, ben, on va débloquer dans notre corps, on va ouvrir les valves, si on veut, à une panoplie d'hormones anti-stress.
Donc, on vient un peu mettre le côté négatif plus important que le côté bénéfique parce que on le voit à travers notre propre vision de ce qu'est un couple, qui est souvent une unité soudée tout ensemble, puis dans lequel on partage tout, donc incluant l'entièreté de la sexualité. Puis parfois, à travers ces chemins-là, on peut développer de la rancœur, on peut développer du dégoût, du non-respect, dire au partenaire « je ne veux pas que tu te masturbes pendant qu'on est en relation ensemble ». C'est quand même des choses qui sont importantes à adresser dans un couple parce que au final, la masturbation, c'est juste une attention pour soi. C'est une forme d'amour. C'est une façon de se donner de l'amour, en fait. Une façon de connaître son corps, une façon d'apprendre aussi à apprivoiser son corps, à apprivoiser ses courbes d'excitation. Un super de bon exemple pour ça, c'est quand je donne ces exercices-là, des exercices de masturbation à faire aux gens qui ont des problèmes érectiles. Ces gens-là, souvent, un aspect qu'ils ne maîtrisent pas bien, c'est la maîtrise de leur courbe d'excitation. Donc, en ne sachant pas leur courbe d'excitation, ils peuvent pas la contrôler. Puis souvent, les éjaculateurs prématurés vont venir justement perdre le contrôle à un point important justement de la relation où ils devraient s'y apprennent à bien reconnaître leur courbe, à bien savoir que un 7-8, ce n'est pas un 9-10, ben ils peuvent venir naviguer, donc prendre plus de temps à naviguer autour du 7-8. Puis quand on sent qu'on dépasse ça, ben là, il faut arrêter, il faut compenser avec autre chose, il faut venir trouver d'autres solutions pour garder, par exemple, l'excitation du partenaire actif, pendant que nous, ben, on se relaxe, puis on se détend un peu, puis que la courbe de l'excitation va redescendre. Donc, c'est juste à travers la masturbation qu'on peut arriver à comprendre ça, qu'on peut arriver à comprendre quelles parties de nos organes génitaux, par exemple, sont érogènes, quelles parties de notre corps peuvent venir nous aider à exciter nos parties génitales pour arriver éventuellement à l'orgasme. Parce que drôlement, c'est aussi seulement à travers la masturbation, ou principalement à travers la masturbation, qu'on peut venir aider le côté de l'anorgasmie. Donc, ça a comme un peu une balance double, parce qu'on se retrouve à pouvoir régler ou aider différents défis d'une manière différente, mais avec un peu la même solution. Puis c'est parfois là qu'on perd le sens de la masturbation qui est toujours dans les médias portrayé comme tout simplement c'est les ados qui font ça, les ados qui ne peuvent pas se contrôler, les ados qui ne peuvent pas justement utiliser leur pulsion vers autre chose que justement de pouvoir les relâcher rapidement, donc utilise la masturbation. Puis on en fait un peu un gag, puis c'est comique, mais ça empêche justement l'adulte de pouvoir dire « Hey, tu sais, oui, c'est correct de se masturber, c'est normal de se masturber pour plein de raisons, que ça soit pour pouvoir mieux dormir. Des fois, ça peut être super pratique pour ça. Pour accentuer notre plaisir à deux éventuellement, comme je disais tantôt, à diminuer le stress aussi, améliorer la connaissance de soi. Puis, c'est en général bon pour la santé, veux pas, parce que c'est une manière d'augmenter notre rythme cardiaque. La cadence peut augmenter quand même 65% de sa capacité, là. C'est comme un mini cardio, la masturbation, au final. On a aussi tendance à contracter nos muscles pendant la masturbation, pendant l'orgasme. Fait que c'est pas comme aller au gym, évidemment, mais il y a un côté de santé à travers ça. Puis, quand j'avais parlé de la prostate, donc pour les propriétaires de prostate, il y a aussi un aspect très, très, très important là-dessus parce que ça peut aider à enlever la plupart des symptômes ou à diminuer les symptômes de la prostatite. Ça peut même, apparemment, c'est encore à étudier, mais réduire les risques de cancer de la prostate. Parce que
la masturbation aide à garder les canaux de la prostate, donc les canaux qui produisent la glande de la prostate avec ses canaux où elle peut déverser son liquide pour créer le sperme. En les gardant propres, donc en les utilisant plus souvent, on évite d'avoir une quantité, par exemple, de sperme qui va rester à l'intérieur, puis qui peut causer des problèmes, donc des inflammations, différents types de choses un petit peu plus médicales. Mais à travers la masturbation plus fréquente, ben on peut réduire le risque d'avoir une conséquence, justement, de ce genre-là. On peut même, à travers la masturbation, arriver à soulager certaines douleurs. Parce qu'au final, il y a de l'endorphine qui est sécrétée à l'orgasme, qui est sécrétée pendant la masturbation. Donc, c'est pas impossible de pouvoir comprendre ou de pouvoir dire que la masturbation peut, tu sais, quand on dit, là, faites l'amour, ça vous enlève le mal de tête, là, ben en fait, c'est l'endorphine créée pendant les moments érotiques, parce que c'est pas juste le fait de faire l'amour, en fait, là, c'est l'érotisme, puis la masturbation, la sexualité, en gros, qui peut venir vous faire créer de l'endorphine, qui peut vous aider à passer par-dessus, par exemple, un mal de tête, un mal d'orteil, peu importe. Donc, c'est juste une petite partie de toutes les bénéfices que ça peut avoir. Mais pour ça, il faut accepter la masturbation comme étant une partie de la sexualité humaine normale. Si on n'arrive pas à faire ça, si on a juste l'impression que la masturbation c'est quelque chose de négatif, ben on n'arrivera pas à venir séparer justement le côté prisonnier justement de la masturbation, où on doit la mettre dans une boîte puis dire ok, je peux juste faire ça, la porte fermée quand je suis à la maison tout seul, puis quelque chose qui est tout simplement une partie intégrante de la sexualité régulière. C'est quand même aussi important pour la libido de venir faire plus de masturbation. Parce qu'en réveillant son corps, ben il y a tout le côté, justement, ce qui reste dans le corps, donc ce qu'on entretient, c'est l'auto-érotisme, l'autosexualité. Puis on peut pas devenir l'être sexuel qu'on veut être si on n'est pas autosexuel de manière efficace. Dans le sens où, comment je peux expliquer à un partenaire comment me faire plaisir, par exemple, si je ne peux pas me faire plaisir par moi-même. Ça n'empêche pas le côté où le partenaire peut venir nous surprendre. Parce que malgré tout, dans la masturbation, souvent, on va développer une espèce de cycle, une espèce de rituel qui va être pas magique, mais presque, tu sais, dans le sens où on a des fois l'impression que si on fait pas ça dans cet ordre-là, de cette manière-là, on n'arrivera pas à l'orgasme ou ça ne fonctionnera pas, puis on pourra pas se masturber. Mais faut pas non plus tomber dans l'extrême de ça non plus, puis nous empêcher d'inviter un partenaire dans notre masturbation à cause de ça. Parce que la vision d'un partenaire sur notre corps va être différente. Donc, à travers ça, ben, on peut trouver des nouvelles idées, des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes qui vont nous surprendre, puis parfois, ça peut nous sortir d'un espèce de cercle vicieux où on est tellement habitué qu'on a absolument besoin de stimuli A, crème B, puis 10 minutes exactement pour arriver à un orgasme. Fait que ça donne un petit peu de nouveauté, ça peut donner une nouveauté. Nouveauté dans le sexe, nouveauté aussi dans justement le plaisir de la vie en général, parce que ça crée des moments intimes, ça crée plus de possibilités de moments intimes. Si on enlève le côté c'est parce que si on est ensemble puis on fait du sexe, il faut qu'on fasse de la pénétration, ben on se réduit pas mal le nombre de fois où on pourrait peut-être avoir un développement de la sexualité ou pousser vers un moment sexuel, sans que ça soit nécessaire de nous engager à 100% ou de nous engager jusqu'à une pénétration pour avoir du plaisir. Tu sais, je sais même pas si vous pouvez vous imaginer ça, mais c'est super bon de tout simplement être fatigué le soir, de glisser chacun la main du côté de son partenaire,
plus de s'offrir une masturbation. C'est simple. C'est anodin comme moment. Ce n'est pas le moment chandelle, dîner romantique, latex et tape sur les fesses qu'on pourrait s'imaginer comme la soirée parfaite pour avoir du sexe, donc pour faire l'amour, tu sais, pour attiser le désir. Mais on vient de passer, on vient d'échanger, en fait, un moment intime à deux, un moment de vulnérabilité jusqu'à une certaine mesure, tout en continuant de respecter les autres sphères de notre vie, comme par exemple, bon, le fait qu'on est juste avant d'aller s'endormir, puis on est fatigué, puis on n'a pas nécessairement envie de commencer à dire « Bon, mais là, faudrait que je me roule de tel côté, ou faudrait que je te chevauche parce que t'es plus fatigué, t'as les bras fatigués, ou tu sais, c'est comme, on enlève tout ce stress-là, puis soudainement, ben, on peut faire du sexe quand même, parce que moi, je trouve que la masturbation compte comme de la sexualité. C'est pas quelque chose de séparé, c'est pas quelque chose qui vit tout seul dans son coin, puis que on utilise juste comme en dernier recours. Puis c'est souvent ça, des fois, que j'ai l'impression que les gens voient la masturbation comme un dernier recours. Puis dans la vision de ça, dans l'impression d'avoir à utiliser ça comme dernier recours, ben, on se retrouve un petit peu à venir se dire « Bon, ben, je peux pas l'utiliser autrement que si je ne peux pas faire A, B, C. » Ce qui me ramène un petit peu au concept d'autosexualité, qui est en fait littéralement une orientation sexuelle, en fait. Donc, les personnes autosexuelles sont des personnes qui ont des relations sexuelles seulement avec eux-mêmes. Donc, le plus souvent à travers la masturbation ou à travers, par exemple, l'utilisation de jouets érotiques. Puis, souvent, ces gens-là vont venir se demander à un certain point, est-ce que je suis normale? Est-ce que je suis normale de venir, de ne pas désirer d'avoir des relations sexuelles avec les autres parce que, ben, je me sens bien dans ma masturbation, puis je suis satisfait de ce qui se passe. Puis c'est des choses qui sont un peu... Le côté important à garder en tête, je veux dire, c'est des choses qui sont difficiles à identifier. En fait, le côté important à garder en tête, c'est de comprendre pourquoi. D'où vient le besoin, justement, ou l'envie de ne vivre une sexualité qu'avec nous-mêmes. Est-ce qu'on fuit quelque chose? Est-ce que ça nous cause de la détresse? Est-ce que c'est un moyen un peu échappatoire d'éviter les moments intimes à 2, à 3, name it, donc d'éviter l'intimité avec l'autre? Dans ces cas-là, c'est sûr que ces personnes-là ne sont pas techniquement autosexuelles, mais font face à des défis qui nécessitent un accompagnement. Fait que c'est un petit peu différent. Mais dans la mesure où on peut dire en toute honnêteté avec nous-mêmes, parce qu'au final, il n'y a personne qui peut vous dire si oui ou non c'est bien ce que vous vivez à part vous-même, parce qu'il y a juste vous-même qui puissiez être assez honnête justement pour vous dire vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est possible que si tout va bien, puis c'est simplement une préférence, que ça soit entièrement correct, que vous soyez entièrement normal là-dedans, tant que vous ne causez pas de détresse à vous-même ou à ceux qui vous entourent, par exemple, ça sert à rien, au final, par exemple, de forcer des relations à deux parce qu'elles ne sont pas nécessaires pour vous. En même temps, il y a le côté aussi de la libido, du désir, donc des types de désir. Parce que faut avoir un certain désir envers soi-même, désir envers l'autre, pour décider, par exemple, est-ce que je préfère la masturbation ou le sexe? Est-ce que je préfère la masturbation seule? Est-ce que j'accepte la masturbation à deux? Comment je peux faire pour inviter mon partenaire dans une masturbation à deux, par exemple? Pour certaines personnes, c'est déjà dur de faire les premiers pas, d'aller vers leur partenaire, parce que elles se retrouvent un petit peu en terrain inconnu.
en gros. Ça fait un peu un feeling des fois de nouveauté, si on n'a jamais partagé ça avec un partenaire avant. Puis sinon, ben ça peut être un peu à l'encontre de notre pattern de désir habituel. Parce que dans le désir, on a deux types principaux. Donc, deux types principaux de formes de libido, de formes de désir, si on veut. Il y a le désir réactif, qui est en général les personnes qui vont ressentir un désir seulement quand quelqu'un va s'engager dans une activité sexuelle. Donc, ils n'auront pas nécessairement envie de se lancer dans une activité sexuelle un peu avant d'y être déjà. Si vous êtes de ce genre-là, vous allez probablement remarquer que vous avez possiblement déjà fait face à des gens qui vous ont dit « Bon, ben j'ai l'impression que tu fais jamais les premiers pas, c'est toujours moi qui fais les premiers pas. » Mais c'est pas anormal, c'est simplement un pattern de désir qui est différent, qui est pas le même. Donc, ce qui m'amène à vous parler du deuxième type, qui est le désir spontané. Donc, qui sont plus souvent les personnes qui vont se retrouver un petit peu tout d'un coup intéressées par les sexualités puis qui vont avoir envie d'avoir du sexe à un moment un peu, des fois inopportun, des fois complètement surprenant, sans que ça soit nécessairement demandé ou qu'il y ait eu une manière de l'activer. Par exemple, si on voyait quelque chose de sexy à la TV ou quelque chose de ce genre-là. Fait que c'est souvent là qu'il va y avoir un clash parce que la personne réactive ne se lancera pas nécessairement par elle-même, mais elle est quand même intéressée à la sexualité. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas attirée, qu'elle n'est pas en amour, par exemple, possiblement par la personne qui est devant elle, selon le type de relation, bien évidemment. Mais ça peut être perçu comme ça, parce que on est habitué à voir le désir spontané dans tous les médias. C'est comme dans les films, ils se sautent toujours constamment dessus, peu importe l'endroit, peu importe la manière, ils sont toujours prêts, ils ont toujours envie, si on veut. Puis, il faut pas penser que les personnes qui ont des désirs actifs ont moins envie. Ils ont tout simplement envie d'une manière différente. Ils vont être aussi intéressés par la sexualité que les personnes avec des désirs spontanés, mais ils ne démontreront pas de la même façon. Donc, tu sais, tout ça m'amène un peu à revenir au concept d'exploration avec partenaire, puis de la vision qu'on a du sexe dans le couple, du sexe, de la masturbation dans le couple. Ben, quand on a cet écart-là, on se rend compte que, ben, une personne va devoir accepter. Donc, la personne avec le désir spontané va devoir accepter une partie du fait que ben c'est comme ça que mon partenaire est. Donc oui, j'aurai à faire les pas plus souvent, mais je n'ai pas à le blâmer ou à lui dire qu'il a un problème, tout simplement parce que moi, je le perçois comme une libido trop basse. Puis inversement, quand on est la personne avec le désir réactif, bien, il faut pas se sentir attaqué ni pathologiser un peu parce que l'autre, on perçoit que versus notre meilleur ami, versus notre partenaire, ben on n'a pas envie aussi souvent. Donc, on aurait une libido trop faible. C'est pas ça le but, c'est pas ça le point à arriver. Parce que dans une relation, il faut aussi comprendre, qui fait un petit peu un wrap-up de tout ça, il faut aussi comprendre que c'est pas parce qu'on a de la sexualité qu'on a de l'amour, c'est pas parce qu'on a moins de sexualité avec une personne qu'on est nécessairement moins attiré. Il faut un peu défaire cette habitude-là qu'on a de penser que si on aime quelqu'un, évidemment, il faut avoir des relations avec elle, évidemment, on veut avoir des relations avec elle, puis si c'est pas le cas, ben là, on se pose la question, mais d'abord, est-ce que je l'aime vraiment? C'est un schéma vraiment un peu simpliste, mais aussi erroné, parce que ça va teinter toutes nos représentations en matière de sexualité dans le couple. Ça teinte tout notre jugement envers la masturbation, notre jugement envers le flirt,
autant des partenaires qu'un partenaire avec une personne inconnue, par exemple, tu sais, on peut penser que, bon, ben si elle se masturbe plus souvent qu'elle me fait l'amour, c'est parce que elle m'aime pas assez. Puis c'est ce côté-là, elle ne m'aime pas assez parce qu'elle ne démontre pas assez son désir sexuel envers moi, qui amène beaucoup de gens dans beaucoup de bureaux de psychologues, de sexologues, de coachs, tout simplement parce que on ne comprend pas qu'il y a différentes manières d'être sexuel, qu'il y a différentes manières de vivre la libido, de vivre le désir, puis que c'est normal en fait que ça soit comme ça, mais on n'en parle pas assez, on ne le dit pas assez, tout simplement. Puis c'est pour ça que je voulais faire ce petit live-là aujourd'hui avec vous autres, c'est pour vous dire que oui, c'est normal, que c'est un mythe que l'amour puis le sexe vont absolument ensemble puis sont indissociables. Aussi que c'est censé être simple puis c'est tout à fait naturel la sexualité, on n'a pas besoin de pratiquer ça. C'est faux. Il faut pratiquer le sexe, tout simplement. Il faut pratiquer nos perceptions envers le sexe aussi. Le sexe, c'est pas instinctif. Le sexe, ça s'apprend. Fait que donc, pour devenir bon, faut prendre le temps de découvrir, d'apprendre et de pratiquer aussi. Puis à travers ça, ben il y a une grosse partie qu'on peut déjà faire, même si on n'est pas en couple. Donc, à travers l'érotisme de soi, ben on cultive la sexualité au jour le jour. Ça fait juste plus de mal que d'autres choses de penser que ça devrait être normal, tu sais, que évidemment quelqu'un devrait arrêter de se masturber quand il est avec une autre personne en couple parce que il y a quelqu'un d'autre pour se satisfaire. C'est comme la masturbation, ce n'est pas la sexualité, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes besoins qu'on répond à travers ça. On l'a vu tantôt. On peut juste avoir besoin de se masturber pour s'endormir. Ça arrive d'avoir ces moments-là. Est-ce que c'est la même chose que de vouloir connecter avec une autre personne dans la sexualité? Ben non, c'est pas pareil, tout simplement. Il y a des personnes qui vont vouloir avoir du sexe pour connecter avec l'autre, donc c'est même pas une fonction si physique que ça, c'est une fonction mentale, donc ils répondent à un besoin mental à travers le sexe à deux, qui ne serait pas répondu à travers la masturbation. Donc, ces gens-là, par exemple, pourraient moins se masturber, privilégier les relations sexuelles. C'est des patterns qui sont différents. Tu sais, la satisfaction aussi peut être différente selon si on est capable d'avoir des relations 100% satisfaisantes, 100% épanoui à toutes les fois, ou si on ressent par exemple que notre partenaire, bon ben cette fois-ci, par exemple, il n'a pas réussi à nous faire jouir, ou la jouissance n'a pas été celle qu'on recherchait à ce moment-là. Donc par exemple, je sais pas moi, on vous a donné un orgasme clitoridien externe, puis vous auriez voulu avoir un orgasme clitoridien interne. C'est toutes des choses qui sont possibles, tu sais. Donc la satisfaction n'est pas juste est-ce que j'ai eu un orgasme, c'est qu'est-ce que j'ai vécu à travers le moment érotique, le moment sexy que je viens d'avoir. Encore une fois, si on veut juste se détendre à deux puis avoir une petite, par exemple, une petite soirée super simple où on fait l'amour puis c'est tout. Puis nous, ça fait 2 jours qu'on pense à notre dernier fantasme, puis on aurait aimé avoir du sexe dans la douche. C'est pas impossible qu'après avoir fait l'amour avec le partenaire une fois, on ait encore envie d'aller se masturber dans la douche pour répondre au fantasme de la douche qu'on avait en tête depuis 2 jours. C'est ça qu'il faut comprendre, tu sais, que c'est pas tout blanc, tout noir, puis que c'est pas non plus, c'est toujours un arbre de possibilités, c'est jamais juste cause-conséquence dans la sexualité en général, dans le couple en général. Il y a un paquet de choses qui peuvent se passer dans la tête d'un partenaire, puis dans notre tête. Puis c'est là-dessus qu'il faut se poser des questions, c'est là-dessus qu'il faut inviter justement l'échange. Donc, inviter la communication pour pouvoir dire « Hey, tu sais, oui, j'ai eu envie de me masturber, mais ça n'a pas de rapport avec toi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de toi, c'est à l'autre personne de comprendre que
la masturbation n'est pas liée au niveau d'amour ou à la quantité d'amour qu'une personne ressent pour moi. Évidemment, il y a beaucoup de choses entre ces deux points-là, donc le point de masturbation puis le point de faire l'amour. Pour certaines personnes, on peut même parler de dépendance. Donc, des dépendances à la sexualité. Ça existe, c'est un concept qui existe. Des personnes qui vont se masturber, je vous parlais tantôt de ne pas utiliser ça comme échappatoire, par exemple, puis certaines personnes, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont satisfaire leurs besoins et s'accrocher à cette idée que parce que leurs besoins physiques sont satisfaits, ils n'ont pas à s'engager en intimité avec une autre personne. Ça peut causer des problèmes sur le long terme. Il y a des ressources aussi pour aider avec ça. Il y a d'autres personnes qui vont dire, bon ben moi, je choisis personnellement de ne plus me masturber en couple ou de pratiquement jamais me masturber en couple par respect. Donc, par considération envers le partenaire, je réserve ma sexualité à mon partenaire. Si vous le faites en connaissance de cause, c'est parfait. Si vous le faites parce que vous pensez qu'ils vont vous aimer plus ou mieux, si vous faites ça parce que vous donnez l'entièreté de votre être sexuel à l'autre, ben là, il faut explorer, est-ce que j'en retire vraiment, est-ce que je vais en retirer vraiment les bénéfices que j'ai l'impression que je vais avoir en faisant ça, ou est-ce qu'avec une sexualité plus balancée, possiblement un partenaire plus adapté à mes besoins, ça n'irait pas mieux. C'est pas toujours une question de sauver un couple. J'ai un petit commentaire. Il n'y a rien de plus beau que de voir sa partenaire se masturber. On le pratique en couple. C'est vrai, il y a une forme d'érotisme à voir un partenaire avoir du plaisir, la compersion. C'est exactement ça. C'est le côté, justement, de ressentir du plaisir en regardant l'autre avoir du plaisir. Donc, c'est une forme d'empathie qui s'applique le plus souvent quand on parle de compersion. On va plus souvent l'associer à la sexualité, bien que ça ne soit pas défini que par ça. Puis, c'est ce qui fait en sorte que on a la possibilité d'emmener notre partenaire dans notre plaisir. On a la possibilité de partager notre plaisir avec notre partenaire d'une manière complètement différente. Puis, ça peut nous aider à passer par-dessus la gêne. Ça peut nous aider à passer par-dessus des complexes corporels qu'on peut avoir. Quand on se rend compte que notre partenaire devient extrêmement excité juste à nous regarder, nous caresser, on change notre perception de nous-mêmes. On change tranquillement notre habitude, notre regard singulier, tu sais, le regard du miroir, comme on dit. Parce que là, il y a une autre personne invitée qui ne regarde pas, notre corps à proprement parler. Là, il faut que je fasse attention de bien m'exprimer, mais il ne regarde pas 100% notre corps physique. Il regarde en fait notre être. Ça sonne un petit peu spirituel, là. Ça l'est pas. C'est tout simplement la vision complète de l'être humain et non la personne physique avec peut-être des défauts, avec peut-être des choses qui nous plaisent moins. Dans ces moments-là où le plaisir vient surpasser la vision unique, la vision singulière, on se retrouve finalement à ouvrir nos horizons. Puis en ouvrant nos horizons, ben on peut capter plus d'informations, plus de stimulation, plus de stimuli de la part de la personne. Donc on peut devenir plus attentif à la manière dont elle respire, on peut devenir plus attentif à la manière dont elle bouge. Puis ça, soudainement, on se retrouve un peu rempli de stimulation. Le résultat de ça sera peut-être qu'on joindra à eux, peut-être qu'on se masturbera à côté d'eux, peu importe, mais on vient créer une dimension différente, une atmosphère différente pour la même action. Donc la même action simple de masturbation, tu sais. Au niveau de la satisfaction, c'est aussi quelque chose qui est un peu différent.
On peut, par exemple, arriver à avoir des orgasmes en solo, mais ne pas être capable d'avoir des orgasmes à deux. C'est des choses qui arrivent parce que on connaît mieux les détails de ce qu'on a besoin de faire pour arriver à un orgasme. Comme on a parlé au début, le cycle justement d'excitation, on peut mieux s'y concentrer quand on est à deux. Mais c'est toujours aussi possible de laisser notre partenaire in sur cette information-là aussi. Tu sais, de ne pas la garder que pour nous, puis d'accepter que le sexe avec le partenaire, c'est différent. Puis, c'est that's it. Tu sais, qu'il n'y aura pas de... Il y a pas possibilité, justement, de mix and match ces deux mondes-là dans le couple ou dans la relation, puisque c'est pas nécessairement un couple, ça peut être un trio, ça peut être un quatuor aussi, selon votre mode relationnel préféré. Sinon, les gens qui sont avec moi ce soir, qu'est-ce que vous en pensez de la masturbation? Qu'est-ce que vous en pensez de la masturbation dans le couple? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui partagent la masturbation avec un partenaire ou qui se voient faire ça si ce n'est pas déjà le cas, par exemple? Est-ce que vous pouvez vous imaginer justement vous masturber devant quelqu'un, voir quelqu'un se masturber devant vous? Comment vous vous sentiriez? Tiens, je vais vous faire un petit... Je vais vous faire un petit sondage que vous pouvez répondre si vous êtes gêné. Avez-vous des questions aussi? Tu sais, c'est quoi la différence entre la masturbation et le sexe pour vous? Tu sais, je peux même vous faire une petite tranche de vie en attendant d'avoir plus de... On a une personne qui parle ici de la gêne de le faire devant d'autres personnes. C'est vrai qu'il y a un côté de vulnérabilité extrême de se mettre à nu devant les autres sans qu'ils soient impliqués. Sans qu'ils soient invités comme à toucher, tu sais, dans le sens où on devient un petit peu plus conscient, là, conscient de notre corps, conscient de nos mouvements. Je comprends cet aspect-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gêne à travers ça. Si je pense à une méthode, est-ce que, mettons, là, je lance des idées comme ça, vous savez, là, si vous me suivez depuis un petit bout, moi, les idées inattendues, j'aime toujours ça. Qu'est-ce que tu penserais d'un moment spécial où tu pourrais faire, par exemple, une espèce de théâtre d'ombre, donc d'installer une lumière derrière toi avec un drap devant, puis de pouvoir bouger, te caresser, te masturber, possiblement en ombre chinoise pour un partenaire ou une partenaire, selon évidemment ton mode relationnel, ton orientation. Je pense que ça peut enlever le côté de la gêne, dans le sens où l'autre personne nous regarde, mais on le sait pas vraiment. Une autre chose, ça c'est un petit peu un truc extravagant si on veut, là, mais une autre chose, ça serait de porter un bandeau. Porter un bandeau pendant que tu le fais. Je sais que j'ai déjà utilisé ce truc-là parce que j'avais le même type de gêne. Tu sais, moi, j'ai été longtemps le genre de personne où si tu me demandes de jouir, par exemple, il faut oublier ça, ce sera pas possible. J'y arriverai pas, je deviens trop consciente de tout ce qui se passe, puis ça gâche un petit peu mon plaisir. Fait que je comprends le côté de la gêne là-dedans, mais à un certain point, à un moment donné, j'ai essayé justement le bandeau sur les yeux, donc la personne me regardait, mais je ne pouvais pas vraiment savoir, qu'est-ce qu'elle regardait, parce que je pouvais pas la voir. Fait que ça me forçait un petit peu à rentrer dans ma tête, puis à continuer les caresses, continuer ce que je faisais, bref, pour finalement, découvrir que
à un certain point, tu finis un peu par oublier leur présence. Fait que c'est deux petites idées comme ça, c'est pas des conseils, c'est tout simplement des trucs à peut-être explorer pour essayer de surpasser un peu cette gêne-là, si t'en as envie, évidemment. J'ai une personne qui me dit « Je commence à me découvrir, à 2, ça sera une prochaine étape. » Évidemment, ça revient à ce qu'on parlait directement au début, tu sais. C'est pas quelque chose qui doit être rushé, parce que plus on va en avoir, plus on va avoir d'informations sur nous-mêmes, sur notre corps, sur nos besoins, plus on va pouvoir les communiquer facilement à un partenaire, puis à ce moment-là, pouvoir l'inviter si on le veut, puis aussi, pas tout simplement l'inviter, mais améliorer la relation en général. Une personne qui va un peu à tâtons dans les premières relations buccales ou orales, c'est correct, mais c'est correct longtemps aussi. Tu sais, plusieurs personnes vont dire que les one night, c'est toujours moins bon que le faire avec une personne qu'on connaît depuis longtemps. Ben, c'est un petit peu à cause de ça. C'est qu'on est à tâtons dans les premières relations, tu sais. Fait que c'est normal, mais il y a moyen d'accélérer aussi ce processus-là, puis de pas laisser l'autre deviner, tu sais. De laisser l'autre deviner que, ah, ben, on aime tel genre de stimulation, on préfère tel genre de toucher versus telle autre sorte. Tu sais, on gagne des points plus rapidement, on avance plus rapidement dans l'efficacité, tu sais, de notre plaisir à deux quand on est capable d'en parler. Puis, la meilleure façon de pouvoir en parler, ben, c'est de le savoir, tout d'abord. Puis après ça, ben, de pouvoir juste le mentionner. De pouvoir juste dire, bon, ben, ça, c'est le fun quand tu me fais ça, mais le meilleur truc pour me donner du plaisir, c'est ça. Donc, donne-moi 2 secondes, je te montre ça, tu vas voir, tu sais. C'est génial, tu sais. Puis c'est à travers ça qu'on développe une complicité aussi dans le sexe. C'est pas juste une question de plaisir unique. Même dans un one night, il y a une complicité qui peut se créer. Il y a une forme d'attachement éphémère qui peut se créer, mais qui va nous permettre de dire « Ah, ben c'était une super de bonne relation » versus « Ah, ben c'était plate finalement », tu sais. Parce qu'on est responsable. On est responsable autant que les autres, là, tu sais, autant que le partenaire de notre propre plaisir, là. On peut pas juste lui mettre ça entre les mains ou lui mettre ça sur les épaules puis lui dire « Bon, ben voilà, fais-moi plaisir ». Tu sais, c'est comme, il faut être conscient que si on est capable, mentalement puis physiquement, de connaître notre plaisir, ben on peut juste lui donner les meilleurs trucs sans avoir à lui dire « devine » ou « cherche ». Parce qu'au final, c'est drôle de faire de l'exploration à deux, mais savoir dans quelle direction s'en aller, ça aide beaucoup plus vite à se rendre, à se rendre au point où on veut, qui est souvent le plaisir, ultimement aussi l'orgasme. Oui, exactement. D'en parler, de connaître la perception de l'autre, ça permet de se rapprocher. Absolument. Fait que c'est pas mal ça pour moi dans la soirée. Avez-vous d'autres questions? Avez-vous besoin d'autres trucs? J'en ai toujours plus que moins des trucs pour s'amuser avec ça. Comme il y en a un, par exemple, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Je parlais du bandeau tantôt. Je trouve ça m'a fait penser au défi sexy que j'avais écrit qui était une masturbation inoubliable. Donc, c'était un petit défi où le but, c'était d'offrir une masturbation à son partenaire de manière entièrement manuelle. Donc, vraiment, de changer un peu le côté masturbation va-et-vient ou au bas, selon les parties génitales, évidemment, pour finalement être plutôt vers le massage érotique des parties génitales. Puis à travers ça, donc ça prenait, évidemment, ça prend
une huile à massage qui est compatible avec les parties génitales. Le lubrifiant aussi, ça va faire une job écœurante. Puis, c'est en fait de commencer le massage autour des parties génitales. Donc, de venir masser le ventre, masser les hanches, masser les cuisses, tout en venant faire des cercles un petit peu concentriques, tout doucement, de plus petit en plus petit, vers le centre, donc vers le point de l'action, si on veut. Puis de commencer à masser. Donc ça peut venir... le pourquoi j'avais pensé à ça au départ, c'est que beaucoup d'hommes, par exemple, vont avoir des sensibilités au niveau des couilles. Donc au niveau des testicules, ils ont une sensibilité souvent qui vont dire ça leur empêche d'avoir des touchés à cet endroit-là. Donc au lieu de venir dans l'idée de venir attraper ou empoigner, ou tu sais, on vient vraiment plus en caresse, on vient vraiment plus en massage. Donc on pense en fonction de massage, tu sais, on se met un peu en mode massage. Donc on peut utiliser les pouces pour venir le long de la verge, le long des lèvres, de la vulve, selon, encore une fois, le type de partie génitale que vous avez. Puis on va venir vraiment caresser jusqu'à temps que l'excitation, justement, soit aussi haute que si on faisait une masturbation de type plus de base, plus normal, si on veut. Donc, l'espèce de mouvement haut-bas habituel qu'on est habitué, ou le mouvement de côté pour le clitoris, la caresse du clitoris. Donc, on vient un peu reconnaître l'existence de tout ce qui compose les organes génitaux. Puis, en même temps, ben, on s'ouvre tranquillement par la lenteur, par la douceur, à venir réveiller toutes les autres nerfs sensibles qui sont autour de ces parties-là. On vient engorger toute la partie complète, justement, du pubis, des cuisses, le côté des cuisses. Pour les gens qui ont des clitoris, si vous savez pas encore, il y a des parties du clitoris qui sont cachées derrière les lèvres. Donc, en massant les lèvres, on vient stimuler doucement. C'est quand même quelque chose que vous pouvez faire en solo aussi, c'est le même principe. C'est vraiment de venir arriver avec une intention de massage et d'amour et non de sexualité, orgasme. Puis à travers ça, mais moi je vous dis, si vous faites ça, vous allez vraiment avoir une masturbation inoubliable. C'est vraiment quelque chose qui est très, très, très énergétique, puis qui est très, très, très intentionnel. Donc à travers ça, ben, si on l'offre, c'est un cadeau vraiment super. Si on se l'offre, ben on vient vraiment prendre soin de soi au maximum. Puis on peut vraiment venir trouver comment définir les différentes parties. Donc, qu'est-ce qui m'excite quand je touche derrière mes couilles? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui se passe? Si je touche mes couilles puis que je les masse vers le bas doucement, juste les caresser de la main doucement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça m'aide à avoir une excitation? Est-ce que ça m'enlève une excitation? Même chose pour le pénis, tu sais, il n'y a pas juste un mouvement possible, il y a différentes parties. Vous avez le corps du pénis, vous avez le frein, vous avez le gland, vous avez le tour en dessous du gland, vous avez la peau. Circoncision ou pas circoncision, est-ce que la peau change quelque chose au niveau des sensations? Si je la tire complètement vers le bas puis que je masse tout le dessous du gland, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Pour le clitoris, même chose. Je peux venir caresser le dessus des lèvres, je peux venir caresser l'intérieur des lèvres, je peux même venir les caresser doucement comme ça. Donc vraiment comme passer mes doigts un peu de chaque côté. Clitoris, même chose. Est-ce que le capuchon est plus sensible sur le dessus, sur les côtés, sur le dessous? Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre sur ces parties-là qui sont plus que juste, ben, je prends ma main puis je frotte comme ça jusqu'à temps que ça fonctionne. Fait que ça va être ça pour ce soir, pour la masturbation. Ça fait déjà une petite heure, ça paraît pas, mais ça passe vite. Fait que je vais vous souhaiter à tout le monde une super de belle soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'était un petit live tout simple comme ça. J'essaie d'en faire environ un par semaine sur différents sujets. Des fois, c'est des sujets que je trouve sur des groupes. D'autres fois, c'est des sujets qui me passent par la tête puis que je me dis que ça serait le fun de vous en faire part. Fait que abonnez-vous à ma page, abonnez-vous, envoyez-moi une demande d'amis aussi, sans problème. J'accepte pratiquement tout le monde. Puis
Comme ça, ben, vous allez pouvoir rester au courant des prochains lives qui s'en viennent, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent. Puis si vous avez envie de me proposer des sujets aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous avez des questions que vous pensez qui pourraient être le fun d'être répondues ou le fun de discuter, ben je reste disponible pour ça aussi. Puis ça pourra peut-être même faire l'objet d'un prochain live bientôt. Fait que je vais vous souhaiter un super de bon vendredi. Prenez soin de vous. Mes sexy curieux et curieuses, merci encore d'avoir été là, ça a été super le fun. Puis si vous avez des questions aussi après, vous voulez les poser en privé, je suis encore disponible pour ça aussi. Bonne soirée tout le monde!